Donc aujourd'hui, je vais commencer par parler de risques. Des risques que auxquels les personnes pauvres font face et des manières qu'ils ont ou qu'elles ont de se protéger et les limites, bien sûr, de ces différentes manières. Pour nous accompagner, toujours nos petits caractères de la série de livres pour enfants dont j'ai publié 5 livres l'année dernière et 5 livres cette année scolaire en septembre. Le premier de cette nouvelle série, non, ce n'est pas le premier de cette nouvelle série, mais parmi cette nouvelle série, et le premier pour nous accompagner aujourd'hui, est un livre qui s'appelle Imai, qui parle d'un accident qui arrive à la famille d'Imai. Ils habitent sur une île, dans un lac, et il y a une inondation qui emmène leur maison et leur bateau, qui est leur principal outil. Alors pourquoi j'ai voulu parler de risque et concentrer tout un livre sur cette question du risque? Dans le cours de cette leçon, on va discuter de ce qui arrive à Imai, comment il est protégé ou pas. J'ai voulu consacrer un album à ce risque parce que les pauvres, la pauvreté mettent en danger. La vie des plus pauvres du monde, c'est vrai aussi à l'intérieur de chaque pays. C'est vrai pour les pauvres français qui vivent dans des situations plus risquées que les moins pauvres. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc la vie des plus pauvres est particulièrement risquée. Le changement climatique empire ces risques. Et on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les différentes stratégies que les pauvres emploient pour faire face à ce risque. Alors commençons par un petit peu une description de cette vie risquée des plus pauvres. D'abord, plus les gens sont pauvres, moins il y a de chances qu'ils aient un emploi salarié. Les pauvres sont plus souvent à leur compte, que ce soit dans des activités informelles, un petit business informel, une échoppe, un atelier, etc., ou bien sûr une ferme. Donc, les plus pauvres sont souvent à leur compte. S'ils ne sont pas à leur compte, ils sont souvent travailleurs journaliers, donc où ni jour par jour, ni la possibilité d'un emploi, ni le salaire qui est affecté à cet emploi ne sont garantis. Et du coup, leurs revenus fluctuent avec la météo, que ce soit leur champ ou les champs de quelqu'un d'autre qui pourra les employer. Les circonstances déterminent si les récoltes sont bonnes ou pas. Les prix des matières premières et aussi des intrants pour eux. Les conditions macroéconomiques qui fait que, par exemple, qu'il y a de la demande dans le secteur de la construction ou pas, etc., etc. On peut voir, par exemple, donc même pour les gens qui sont salariés et pas à leur compte, que plus le PIB d'un pays est faible, plus la volatilité des salaires, c'est-à-dire la variation des salaires, est forte. On voit cette relation très très forte entre la volatilité des salaires et le PIB. Les pauvres aussi, une plus grosse partie de leur budget est fait de dépenses alimentaires. Évidemment, quelque chose auquel nous sommes tous familiers, c'est ce qui s'est passé en particulier après la crise du Covid, suivie par la guerre en Ukraine, une très forte augmentation des prix alimentaires qui a particulièrement touché les plus pauvres. Vous voyez l'index des prix alimentaires a explosé entre 2020 à 2021 à 2022 et résultat quasiment direct, l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire le nombre de gens qui déclarent devoir rater un repas par jour, par exemple, augmentant aussi de manière extrêmement rapide après la pandémie. Donc ils ont une sensibilité plus forte parce que leur budget est fait en plus large part d'alimentation. Ils ont une sensibilité plus forte à des prix qui sont volatiles et aux chocs macroéconomiques, comme la volatilité des prix alimentaires. Donc ça, c'était le premier point. En général, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, que plus on est riche, plus on est protégé par un salaire qui est mensuel, par une protection sociale qui est plus forte, etc. Et plus on est pauvre, moins on l'est. Par ailleurs, le changement climatique qui
non seulement conduit à une augmentation générale des températures, mais à une variabilité plus grande des conditions météorologiques autour de cette moyenne, et en plus à plus de catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, etc. Donc aujourd'hui, dans les pays pauvres, il y a 8 fois plus de catastrophes naturelles qu'il y en avait dans les années 80. Donc prenez un même pays, le nombre de catastrophes naturelles s'est multiplié par 8 dans une année donnée. Et le secteur agricole est particulièrement touché, évidemment, par le changement climatique, puisqu'il est directement, les plantes qui poussent et les humains qui les produisent sont directement affectés par l'augmentation des températures et la variabilité, que ce soit la sécheresse ou les inondations. Donc ce que vous voyez ici, c'est les coûts du climat estimés, évidemment, les coûts du changement climatique estimés jusqu'à 2100. C'est des estimations qui sont faites par l'Université de Chicago, qui simulent en fait les modèles, comme le modèle de GIEC qui prédit le changement climatique, simulent l'augmentation des températures et combinent ça avec des études microéconomiques sur l'effet des variations passées de température sur la productivité, que ce soit agricole, etc. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'agriculture, les coûts sur les productions agricoles, vous avez différents types de productions agricoles, le maïs, le riz, le sorgho, le blé, etc. On prévoit un changement de productivité de la terre très important en agriculture, et en plus une très forte variabilité autour de ces estimations. Pour donner un exemple, par exemple, ça c'était un petit peu des données plus macro, pour donner un exemple beaucoup plus concret, prenons l'exemple du Nicaragua, avec une étude de Karen McCours et co-auteurs, qui montre simplement, avant même de commencer son étude, qu'au Nicaragua, depuis si on compare par exemple la période avant 1998 et la période après 1998, donc après 1998 c'est là et là, et ce qu'on voit c'est qu'avant 1998 il y a moins de pics d'eau, de pluviométrie, et donc moins d'inondations, mais il y a aussi plus d'eau dans les saisons les plus sèches, où on a besoin d'eau. Donc la pluviométrie a changé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau quand on a besoin de moins d'eau, et il y a moins d'eau quand on a besoin de plus d'eau. Donc ça, c'est un exemple du Nicaragua. Et on voit aussi les températures qui, évidemment, entre pré-1998 et post-1998, à la fois une augmentation de la moyenne, mais aussi une augmentation des températures maximales qui créent des dommages sur les cultures. Et la pauvreté, donc les pauvres sont soumis à plus de chocs. En plus de ça, la pauvreté exacerbe l'impact de ces chocs parce que ces chocs peuvent conduire à tomber dans une trappe de pauvreté. Donc on voit ici, venant d'un autre livre, le livre de Bibir, elle commence toute petite entreprise de tailleur. Elle a une machine à coudre. S'il lui arrive un problème, donc elle arrive à partir du moment où elle a sa machine à coudre, elle arrive à vivre, elle arrive à travailler, même dans cette histoire en particulier, elle arrive à étendre son business. Mais s'il lui était arrivé quelque chose à ce moment-là, quel que soit le choc, elle retombait dans une situation où elle était avant, où elle n'avait plus rien pour survivre. Donc les pauvres sont souvent placés, sont à risque de se trouver dans une zone où, s'ils deviennent un tout petit peu plus pauvres, ils passent dans une zone de trappe de pauvreté où ils n'arrivent plus à accumuler. Donc quand on est pauvre, on est à la fois on est soumis à plus de risques, et en plus ces risques peuvent avoir des conséquences qui sont amplifiées par les circonstances dans lesquelles on vit. J'ai mis une image de machine à coudre parce que
j'ai rencontré une dame qui s'appelait Ibu Tina en Indonésie, qui avait justement une machine à coudre. On raconte son histoire dans Repenser la pauvreté. Et elle avait un petit business de machine à coudre. Et elle s'est fait voler. Donc elle raconte que avant de s'être fait voler, elle arrivait à accumuler. Donc chaque jour, elle produisait un petit peu plus, puis elle investissait ce qu'elle avait, puis elle produisait un petit peu plus, puis elle investissait ce qu'elle avait, et elle était arrivée quelque part par là, dans une vie relativement stable, pas aisée. Et puis ensuite, on lui a volé sa machine à coudre et elle est retombée là. Et maintenant, elle a tellement peu, parce qu'elle n'a plus de machine à coudre, elle n'a plus de stock, etc., que chaque période, elle est obligée de faire fondre ses économies de plus en plus. Et donc, elle devient encore plus pauvre, et donc elle devient de plus en plus pauvre, et elle tombe dans une trappe de pauvreté. Donc, comment se protéger contre ces chocs? Alors, on va faire ça en plusieurs temps. D'abord, la première chose que les gens peuvent faire, c'est d'essayer de se protéger tout seuls. Ensuite, ils peuvent faire appel à leur communauté, leur village, leur famille étendue, leurs amis, les membres de leur réseau social. Ensuite, ils peuvent faire appel à des assurances formelles par le marché. Enfin, il y a le gouvernement. Et finalement, les gouvernements eux-mêmes sont intégrés dans une communauté internationale. Donc, ce qu'on va faire dans le reste du cours, c'est d'augmenter comme ça la taille de notre rayon de personnes qui peuvent protéger les pauvres contre la pauvreté. Alors, commençons par ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. D'abord, pourquoi on voudrait se protéger contre les risques? Alors, consacrons un petit moment à l'introspection. Qu'est-ce que vous préféreriez? Un pouvoir d'achat fixe qui serait garanti tous les mois, ou bien des hauts et des bas avec des semaines fastes et des vaches maigres? Donc, je laisse un moment pour y penser. Alors, cela dit, il y a des gens qui jouent au loto. Donc, il y a des gens qui répondent différemment. Et la plupart d'entre vous, j'imagine, préféreraient avoir un pouvoir d'achat garanti tous les mois plutôt que la même chose, mais fluctuant. Alors, si vous me permettez une petite digression d'économiste, c'est ce que les économistes décrivent comme l'idée que notre fonction d'utilité est concave, c'est-à-dire les pertes sont plus coûteuses quand on a déjà très peu que quand on a un peu plus. On pouvait y penser comme ça. Si vous venez juste de finir le repas de Noël, l'idée d'une part de gâteau en plus vous satisfait moins que si vous venez d'avoir passé une journée à marcher dans la montagne et qu'on vous offre cette part de gâteau en arrivant à la ferme auberge. Donc quand on a très peu, là l'utilité d'une consommation est plus élevée. Donc au départ, on a vraiment envie d'avoir un tout petit peu plus. Donc quand les gens sont très très pauvres, ils ont plus besoin de quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Et une personne qui est averse au risque, une personne qui a une fonction d'utilité comme ça, c'est-à-dire qui n'aime vraiment pas se trouver dans une situation, elle a très très peu à un moment donné, va essayer de lisser sa consommation. Donc même si ses revenus changent, fluctuent de jour en jour, elle ne va pas tout consommer le jour où elle reçoit quelque chose, elle va essayer d'épargner et si elle le peut, d'emprunter. Si on suppose que l'aversion au risque est plus importante pour les plus pauvres, c'est-à-dire que non seulement la fonction d'utilité est concave, mais qu'en plus elle est plus concave pour les plus pauvres vont encore plus avoir envie de lisser leur consommation. Donc s'ils ont accès à quelqu'un qui peut leur prêter au moment où ils ont très peu, ils vont emprunter au moment où ils ont très peu, puis rembourser au moment où ils ont plus. S'ils ont suffisamment plus à un moment, ils vont pouvoir aussi épargner.